consacré aujourd'hui à la question de la mobilité électrique. Quelle perspective en Flandre-Dunkerque? Et pour commencer, on va démarrer avec une petite vidéo d'introduction du contexte mobilité à l'échelle du territoire. Enjeu environnemental, social et économique, la mobilité est au cœur des préoccupations. Les déplacements quotidiens traduisent une part importante du fonctionnement de nos territoires et des modes de vie de la population. Regardons les déplacements de population au cours d'une journée type en Flandre-Dunkerque. Les premiers mouvements apparaissent entre 4h et 5h du matin, avec les déplacements des travailleurs postés dans les entreprises de la zone industrielle du port de Dunkerque. On constate également des arrivées dans la zone industrielle des Deux-Saintes et dans la zone d'activité de Bierne-Sox-Quadipre. Vers 7h30, les secteurs gagnants de la population sont principalement situés à Dunkerque, dans les zones qui concentrent les emplois et les établissements scolaires. Pendant ce temps-là, les secteurs résidentiels périurbains et ruraux se vident progressivement. Entre 7h30 et 9h, les afflux de personnes se concentrent dans les zones d'emploi du port et du cœur d'agglomération. À noter également l'attractivité des zones commerciales, notamment à Grande-Sainte. En milieu de matinée, à 10h30, quand les personnes ayant une activité contrainte, travail ou études sont occupées, certains secteurs voient leur population fortement augmenter, ce qui s'explique par la présence de marchés ou de cabinets médicaux. Le midi, on constate des mouvements de retour au domicile ou de changement de secteur pour se restaurer. À partir de 16h, les pôles urbains tels que Gravelines ou Dunkerque commencent à se vider au profit des secteurs résidentiels. Le soir, tous les secteurs attractifs reviennent à un niveau normal de population résidente, sauf les secteurs de la digue qui connaissent une fréquentation plus tardive, probablement grâce aux fonctions de loisirs et de restauration. Chaque jour, les habitants de Flandre-Dunkerque réalisent 1 million de déplacements. La part de la voiture prédomine, avec environ 2/3 des déplacements. La marche est tout de même le deuxième mode, avec 25% des déplacements. Viennent ensuite les transports en commun qui ne représentent que 5% et le vélo avec 2%. Évidemment, le bus gratuit a révolutionné les habitudes de mobilité des habitants du territoire. Depuis la mise en service du nouveau réseau et de la gratuité, la fréquentation a augmenté de 85%. À l'échelle de la communauté de communes de Flandre intérieure, 72% des déplacements sont réalisés en voiture. Les modes actifs, marche à pied ou vélo, représentent 22% et les transports en commun 6%. Regardons maintenant l'énergie des véhicules utilisés sur le territoire, encore largement dominé par le diesel, avec près de 3/4 des voitures et l'essence environ 1/4. Les nouvelles motorisations telles que le véhicule électrique représentent, en 2015, moins de 1% du parc automobile en Flandre-Dunkerque. Les transports ont un impact important sur l'environnement et la santé. Ils représentent 33% de la consommation finale d'énergie en France, dont les 3/4 pour les modes routiers. C'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, avec 30% des émissions. Ces enjeux sanitaires et environnementaux nous imposent d'aller vers une mobilité plus innovante et plus durable. Voilà globalement pour cette petite vidéo d'introduction du contexte, hein. Vous avez vu un petit peu les pulsations urbaines du territoire, comment les habitants se déplacent et puis selon quel mode de transport. Donc avant de poursuivre, je vous dirais juste que ce webinaire est enregistré, que vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions par écrit, hein. L'idéal, c'est de pouvoir formuler vos questions dans la conversation et puis on fera des temps d'échange. Et puis, nous espérons que le son est de bonne qualité et je vous invite à couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Donc, je laisse la parole à Majid Ziraoui d'Enedis pour la présentation du programme et l'animation du webinaire. Merci Guillaume. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien, Majid. Parfait. Écoutez, merci. Nous sommes très, très contents d'être avec vous aujourd'hui donc pour ce webinaire autour de la mobilité électrique et des perspectives en Flandre-Dunkerque. Donc, nous allons balayer un certain nombre de sujets ce matin. Dans un premier temps, on va parler de mobilité électrique au sens large et donc on donnera la parole à Justine sur ce sujet.
prendront ensuite le relais avec Franck et Stéphane Ledé pour parler un petit peu de la démarche que nous avons co-construite avec l'Agure autour de la mobilité. Viendront ensuite la présentation de l'étude des opportunités de développement de la mobilité électrique en Flandre-Dunkerque avec Serge Martin et Guillaume Dubrul qui feront part d'une étude que nous avons construite ces derniers temps. On prendra ensuite un temps d'échange pour pouvoir échanger autour de ces sujets passionnants. Nous ferons ensuite un zoom et un focus sur les différents territoires et les démarches en cours. Donc Stéphane prendra le relais pour nous parler de ce qui se fait actuellement. Et nous donnerons également la parole à Natacha Le Serre, donc en tant que directrice du SIECF, pour nous parler de la présentation du schéma directeur qui est en cours de construction, mais également des missions du SIECF sur ces sujets. Nous devrions a priori arriver vers midi, donc on prendra un petit temps d'échange pour reprendre d'éventuelles questions. Et enfin, Stéphane et Franck nous parleront des propositions d'ateliers que nous pourrions construire sur le territoire de la CUD en prévision de la construction d'un schéma directeur. Et si ce webinaire se déroule bien et dans les temps que l'on a imaginé, nous devrions arriver vers midi 25 pour une conclusion qui sera donnée par Michel Decolle, le président du SIECF, et Thierry Pagès, le directeur régional d'Enedis Nord-Pas-de-Calais. Donc un programme assez soutenu, assez chargé. Il y aurait beaucoup à dire sur la mobilité électrique. Nous allons essayer de tenir les timings d'1h30. Et je donne donc la parole à Justine Schneebele pour nous parler un petit peu du contexte de la mobilité électrique et hydrogène. Merci Magid, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du contexte de la mobilité électrique et hydrogène en quelques minutes. On a tous vu émerger la mobilité électrique, surtout en 2020, avec ce qu'on peut appeler une montée en puissance de la mobilité électrique, avec plus de 110 000 véhicules électriques vendus en France, à savoir qu'en 2019, on était à 43 000 véhicules. Si à cela on ajoute les véhicules hybrides rechargeables, on serait à plus de 195 000 véhicules vendus en France en 2020, soit une évolution du parc total depuis décembre 2019 à plus de 82%. Donc on peut effectivement parler d'une montée en puissance de la mobilité électrique. En 2020, 22% des immatriculations neuves sont des immatriculations de VE, et donc véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables. Vous avez sur la diapo le comparatif entre la France et les Hauts-de-France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a un point de charge pour 13,2 véhicules en France, et en Hauts-de-France, on a 9,2 véhicules par point de charge, ce qui est en moyenne une moyenne haute, et la région se positionne clairement bien sur le développement de la mobilité électrique. Pourquoi ça? Vous le savez comme moi, des technologies sont de plus en plus développées et de plus en plus adaptées aux besoins, ce qui fait que naturellement, on est plus apte à se tourner vers des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et puis, il y a eu également des dispositifs mis en place pour développer la mobilité électrique, notamment la loi d'orientation des mobilités parue en 2019, avec des décrets qui ont suivi. Cette loi structure clairement le territoire pour le développement de la mobilité, avec une autorité organisatrice de la mobilité régionale qui est la région, qui a un rôle prépondérant dans le développement de la mobilité électrique, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité, puisque la région et les OEM concluent entre elles ce qu'on appelle un contrat opérationnel de mobilité, qui définit les orientations et organise les coopérations entre les différents bassins de mobilité. Cette loi, dans un article qui est l'article 68, évoque ce qu'on appelle le schéma directeur de développement des IRVE, dont on va vous parler tout de suite après, qui est facultatif certes, mais qui, si les AOM y souscrivent, propose un donne droit à la réfaction du raccordement à 75% jusqu'au 31 décembre 2025. Aujourd'hui,
en tant que collectivité, vous avez droit à la réfaction du raccordement pour une borne intégrée sur l'espace public à hauteur de 75% jusqu'à la fin de l'année. Cette loi engage aussi beaucoup de dispositifs pour inciter au développement de la mobilité et des obligations. Notamment, vous en avez quelques-uns sur le diaporama, mais pas tous. Sur les parkings neufs résidentiels, par exemple, 100% des places doivent être prééquipées. À savoir que dès 2025, on ne parle plus de prééquipement, mais bien d'installation de bornes, et notamment dans le non résidentiel, avec une prise pour 20 places. Donc on va basculer du prééquipement à l'équipement total. Vous avez également tout ce qui est verdissement de flotte, donc pour les entreprises, comme pour les collectivités et les instances étatiques. Donc pour les entreprises, 10% de la flotte doit basculer en électrique hybride rechargeable ou hydrogène à horizon 2022. Pour les collectivités locales, dès maintenant, 30% de la flotte doit être basculée. Et tout cela sous couvert d'un plan de relance que vous connaissez autant que moi. Donc plusieurs annonces sur ce plan de relance avec notamment des aides pour l'installation des bornes sur les aires d'autoroute, 1,2 milliard d'euros pour l'usage des transports en commun, mais également du plan vélo. Vous avez 1,9 milliard pour les évolutions du bonus économique et également 7 milliards sur l'hydrogène qui monte également en puissance. À cela s'ajoute le dispositif Advenir, donc Advenir pour l'aide au développement des véhicules électriques grâce aux infrastructures de recharge. Donc ça, ce sont des dispositifs d'aide que vous connaissez depuis 2016, qui sont financés grâce au mécanisme des certificats d'économie d'énergie. Donc ces dispositifs se poursuivent avec des subventions pour l'installation de bornes en voirie, mais également dans tout ce qui est habitat collectif. Tout cela pour vous dire qu'il y a des dispositifs qui nous amènent, et puis des chiffres qui nous amènent à bien comprendre que le développement de la mobilité électrique, ça a débuté et ça monte très rapidement en puissance, et notamment sur le territoire, comme vont vous l'expliquer mes collègues. Merci Justine, merci pour ce premier panorama législatif autour de la mobilité électrique, mais également avec les chiffres de la mobilité électrique en France et dans les Hauts-de-France. Je vous propose de donner la parole à Stéphane Ledé, donc directeur territorial Nord, et à Franck Merel, pour nous parler de l'approche et de la méthodologie qui a été mise en place entre Lagur et Enedis. Franck, c'est toi qui commence, je crois. À toutes et à tous. Je démarre, Stéphane? Oui, vas-y. J'enchaîne. Écoutez, je profite de l'occasion pour saluer tous les collègues et partenaires de l'écosystème de l'agence. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Je profite aussi de l'occasion pour remercier la petite Dream Team là, qui s'est mis au boulot pour vous proposer cet événement. Évidemment, Guillaume, Magine et Serge, bien sûr, et puis une pensée vraiment merci au SIECF qui est représenté par son président et sa directrice générale. Ça nous fait très plaisir de pouvoir échanger ce matin. Alors, effectivement, après l'introduction très éclairante de Justine, quelques éléments de contexte, en rappelant en premier lieu que le 30 novembre 2019, nous avions organisé avec Enedis, un partenaire essentiel de Lagur, puisque comme vous le savez, nous avions inventé un nouveau modèle d'agence en 2014 et Enedis avait déjà été, je le rappelle, parmi les premiers membres qui nous avaient rejoints. Donc on est quand même très heureux de pouvoir travailler main dans la main avec Enedis. Ce qu'on fait ensemble, c'est quelque chose qui est assez remarquable au plan national. Il y a une convention nationale qui existe entre la Fédération nationale des agences d'urbanisme et Enedis. On a d'ailleurs un rendez-vous avec Stéphane cet après-midi avec la déléguée générale. Et donc, on est très fiers de pouvoir vous proposer ce type de rendez-vous comme ce matin. Et donc, en 2019, on avait organisé un colloque qui était quand même de niveau national, voire international, sur la mobilité électrique avec des grands noms au plan international. Comme vous le savez, on est quand même plutôt leader sur ces sujets-là, avec notamment
la gratuité des transports. Vous savez même que l'agence d'urbanisme et Guillaume notamment anime l'Observatoire des villes du transport gratuit en France. Un petit clin d'œil pour lui parce qu'il nous fait vraiment un super boulot. Voilà, il y a bien sûr Dunkerque, l'énergie créative, hein, tous ces sujets, le PCAET de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. On va y revenir après, la compétence IRVE du SIECF. Et donc, on est dans un contexte vraiment intéressant là où nos collectivités doivent vraiment s'efforcer d'écrire leur feuille de route de mobilité électrique avec de nouvelles compétences. Et donc, on s'est décidé avec Stéphane et les équipes de l'Agur et de l'Enedis de nous unir un petit peu pour, dès la fin 2020, essayer d'imaginer, de dessiner une feuille de route qui soit prospective et innovante. C'est important évidemment pour une agence d'urbanisme comme la nôtre. L'idée étant de générer des opportunités, c'est le slogan de l'agence et de son projet stratégique pour les années qui viennent, et de donner quelques clés pour essayer d'avancer sur ce sujet stratégique. Je te laisse la parole tout de suite, Stéphane. Avec ton micro, peut-être. Avec mon micro, c'est mieux. Merci, Franck. Oui, effectivement, joindre nos compétences, ça s'est avéré assez naturel, puisque finalement, on a développé, j'ai envie de dire, peut-être un peu en avance de phase sur ce dont on parle beaucoup maintenant, hein, et Justine évoquait les schémas directeurs des IRVE, hein, qui sont, je dirais, proposés à titre facultatif, mais avec beaucoup d'avantages pour les collectivités. Et finalement, on a joint les compétences techniques d'Enedis, les compétences de connaissance du territoire et prospective de l'agence d'urbanisme. Hein. Je pense que le film qu'on a vu en introduction est remarquable à cet égard, hein, quand il dessine vraiment les contours de la mobilité du territoire. Et donc, finalement, on s'est construit, hein, un peu entre nous, une méthode de travail pour se dire comment est-ce qu'on va essayer d'imaginer cette vision de la mobilité électrique, la mobilité décarbonée sur le territoire, je dirais, du SCOT. Donc, avec à la fois une première étape d'état des lieux, hein, finalement, qu'est-ce qui existe, et on a quelques points, on verra tout à l'heure, un peu particuliers. Hein. Je pense notamment ce qui se passe autour du CNPE, la centrale nucléaire de Gravelines. On a essayé de traduire aussi, ça c'est une compétence qu'on a développée à Enedis, finalement, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le plan de relance. Qu'est-ce que ça peut donner en termes ensuite de montée en puissance de la flotte de véhicules électriques sur un territoire? Qu'est-ce que ça peut donner en termes de besoins en infrastructure de recharge? Et puis, finalement, on a eu aussi des échanges avec les élus. On a eu aussi un échange, on en parlera tout à l'heure, avec le président de la CUD, par exemple, et puis bien sûr avec le SIECF. On aura qui a pris un peu cette longueur d'avance sur le schéma directeur des IRVE pour identifier finalement comment les projets politiques pouvaient se conjuguer avec les opportunités d'implantation des IRVE, les grands projets, et comment est-ce qu'on intégrait aussi les contraintes dans l'espace public. Et puis finalement, on aura une étape, hein, qui est déjà un peu en cours et qui sera probablement ce qu'on va faire dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de passer à l'opérationnel avec des ateliers, avec les différents professionnels qui sont impliqués, avec finalement en ligne de mire, créer les schémas directeurs des IRVE qui vont travailler au renforcement de l'attractivité de notre territoire de Flandre Dunkerque. Voilà un petit peu comment on a conçu ce travail, et je dirais, je m'associe à tes remerciements, Franck, hein, sur toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. Je pense à Justine, je pense à Guillaume, à Magid, et puis aux autres personnes de l'agence d'urbanisme qui ont travaillé avec nous. Voilà, et donc je pense qu'on a un petit peu donné ce cadrage, on a eu cette feuille de route, on l'a partagée, et maintenant on va vous donner les livrables des premières étapes telles qu'elles ont pu être partagées avec certains il y a quelques semaines. Merci Stéphane, merci Franck. N'hésitez pas bien évidemment à poser vos questions sur le chat, hein, en prévision du temps d'échange qui arrivera juste après. Et je donne donc la parole à Serge Martin, donc délégué territorial d'Enedis pour Flandre-Dunkerque, et également à Guillaume, donc de l'Agur, pour nous présenter un petit peu les principaux résultats de cette étude sur le territoire du SCOT. Je crois que c'est Guillaume. Bonjour à tous, c'est Guillaume qui démarre. De ce que Merci. j'avais compris. Effectivement, je vais commencer par vous présenter la partie contexte. Hein. Cette étude, elle a vraiment
pour objectif de déterminer les opportunités de développement de la mobilité électrique à l'échelle du territoire Flandre-Dunkerque. Hein. Comme le soulignait Franck, on est beaucoup axé sur la révélation d'opportunités. Donc à partir des données qu'on a pu mobiliser, l'idée c'était de voir quel type de borne pouvait être aménagé, pour quels usages, et de creuser un peu ce sujet de la mobilité électrique. Donc on commence par une partie contexte, puisque vous savez que la mobilité électrique, c'est un des maillons de la chaîne. Ça va être une solution du bouquet de déplacement. Ce n'est pas la seule réponse aux problématiques de mobilité. On voit ça comme une chaîne, enfin, un maillon de la chaîne. Donc vous avez évidemment la cartographie du contexte de mobilité à l'échelle du territoire, où vous voyez apparaître les lignes TER et puis les 8 gares, qui sont une force en termes d'intermodalité. Vous avez également 5 aires de covoiturage. Évidemment, le réseau routier qui est très dense, et la présence de 2 autoroutes, A16 et A25. En termes de transport en commun, vous avez aussi un réseau urbain que vous connaissez tous, le réseau Decabus, au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Et puis un réseau de transport interurbain avec les cars arc-en-ciel qui sillonnent plutôt la partie rurale, périurbaine du territoire. Il y a également un axe fort sur le vélo, avec plus de 300 km d'aménagement cyclable et puis des plans vélo en cours de définition. Au niveau de la mobilité électrique, à l'heure actuelle, on a quand même un équipement de 46 bornes sur l'ensemble du SCOT, et vous voyez les points bleus qui s'affichent sur la cartographie. Ce sont les bornes localisées. Alors on parle des bornes ouvertes au public. C'est une base de données JREV qui nous recense les bornes ouvertes au public. Donc ça donne 46 sur le SCOT, et si on zoome sur la CUD, on a 29 bornes et 17 bornes sur le territoire de la CCHF. Donc à ces bornes ne sont pas ajoutées pour l'instant les bornes plutôt privées ou des entreprises. Hein. Stéphane évoquait tout à l'heure l'importance des bornes, notamment à la centrale nucléaire de Gravelines, où il y a un projet de plus de 200 points de charge en développement. Donc c'est aussi des éléments de contexte qui sont pas sur cette carte ouverte au public, mais qui sont quand même bien intégrés dans notre étude. On continue avec une partie déplacement, pour vous dire que finalement, quand on regarde l'ensemble des déplacements sur le territoire du SCOT, eh ben, on s'aperçoit que 93% sont faits en interne. Et ça, c'est un chiffre important dans le sens où la majorité des déplacements se font sur des courtes distances. Donc si on regarde sur la CUD, c'est environ 6 km par déplacement, un peu plus sur la CCHF avec environ 10 km pour des distances un peu plus importantes à parcourir. Évidemment, ça met en évidence le potentiel de développement des alternatives à la voiture thermique. On a vu les transports en commun, le covoiturage, le vélo, etc. Mais la mobilité électrique, c'est aussi une alternative sur des déplacements de ce type. Et Justine soulignait tout à l'heure en introduction l'autonomie qui est de plus en plus grande. Avec un véhicule électrique, on couvre largement les besoins d'une journée, voire même quasiment d'une semaine sur le territoire du SCOT. On enchaîne avec l'état d'avancement des points de charge et du nombre de véhicules électriques. Donc ça, ça fait écho à la présentation du contexte que vous avez eu tout à l'heure sur l'évolution du point de charge, hein, des véhicules électriques et des points de charge, parce qu'il y a un véritable fait de société autour de la mobilité électrique. Voilà, on ne peut pas nier qu'il y a enfin, les publicités sont orientées vers la mobilité électrique, on en parle de plus en plus, les territoires s'en saisissent aujourd'hui, et vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi avec cette évolution du nombre de véhicules électriques, donc entre 2018 et 2020. Idem pour les véhicules hybrides rechargeables, hein, c'est le graphique orange au milieu, où vous voyez aussi cette évolution, et puis évidemment les points de charge qui correspondent aussi à cette évolution pour se développer progressivement. Donc, ce qui est intéressant de regarder aussi, ce qu'on a creusé dans l'étude, c'est le cadre légal finalement qui s'étoffe autour de cette mobilité électrique, des nouvelles possibilités de financement pour les intercommunalités, pour les autorités organisatrices de la mobilité. Évidemment, c'est l'opportunité des schémas directeurs des IRVE qui permettent, s'ils sont rédigés, qui permettent jusqu'en 2025 de bénéficier d'un coût minoré de raccordement au réseau. Hein. On parle quand même de l'ordre de 75%. Donc, c'est des opportunités aussi qu'on a mis en évidence dans l'étude, puisque c'est des éléments à saisir pour les territoires.
Ensuite, on a zoomé sur finalement les différents types de bornes, puisque vous savez que l'idée, c'est pas de mettre de la charge ultra rapide partout. Voilà un petit tableau pédagogique qui vous permet de comprendre un petit peu les temps de charge, l'appel de puissance, et d'où l'intérêt de travailler vraiment en étroite collaboration avec Enedis, puisque vous allez voir, il y a des appels de puissance importants, et tout ça, ça s'anticipe, hein. On ne peut pas mettre des bornes n'importe où, et évidemment, les questions de coût et de raccordement au réseau qui sont prépondérantes. Donc, si on regarde la première ligne, la charge normale, en 1 heure, vous récupérez environ 20 à 40 km d'autonomie. En consommation, c'est assez faible puisque c'est l'équivalent d'un chauffe-eau. Et en coût, c'est aussi très faible. Au plus on avance dans la charge accélérée, voire rapide, au plus les appels de puissance sont importants et au plus les coûts aussi sont importants. Donc vous voyez, si on prend la charge rapide, l'appel de puissance, c'est quand même l'équivalent d'un immeuble de 10 logements pour une borne. Donc ça, c'est vraiment intégré dans les capacités du réseau et puis ça coûte aussi plus d'argent. La charge ultra rapide, hein, celle dont tout le monde rêve finalement, c'est en 30 minutes, on recharge pour 300 km. Donc c'est très intéressant pour l'usager. En revanche, ça s'anticipe puisque l'appel de puissance, c'est l'équivalent à 2 immeubles de 10 logements. Et puis, ça coûte aussi beaucoup plus. Donc, il faut stratégiquement localiser ces bornes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit à chaque usage son IRVE. En fait, une typologie de bornes pour une typologie d'usage. Et je laisse la parole à Serge pour la suite de l'étude, notamment l'aspect prospectif. Oui, merci Guillaume. Donc, oui, pour faire une prolongation, puisque c'est l'idée hein, de cette présentation, de ce que tu viens de dire. Donc, avec Enedis et l'équipe mobilité, on a travaillé à une prospective un peu plus lointaine, hein. Là, on a vu les chiffres 2018-2020 et on a voulu prolonger la courbe des chiffres et des prospectives. Alors, avec bien sûr une certaine prudence, hein, parce que quand on se projette jusqu'à 2035, il faut rester modeste hein, sur les prévisions. Cela dit, on part pas de rien. On est parti en effet de l'existence, donc par territoire. Donc on a fait un zoom pour la CCHF et pour la CUD. Et on a pris comme hypothèse celle de la PPE, hein, donc la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, qui à terme indique, si le phénomène de la mobilité électrique se développe, qu'on aurait 15 millions de véhicules électriques au niveau national en 2035. Donc on part de cette hypothèse, donc, et on a croisé toute une série d'indicateurs nationaux, plutôt de l'INSEE, avec des indicateurs, on va dire, locaux, puisque cette prospective, on l'a travaillée pour faire en sorte qu'elle soit opérationnelle à la maille communale. Donc là, on est à la maille intercommunale. Et comme vous le voyez, on a deux courbes principales, le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et le nombre de points de charge. Alors, dans les deux cas, on va voir juste après que la CUD, c'est pareil. Dans les deux cas, on est plutôt sur un développement exponentiel puisqu'on est quand même sur un scénario fort. Cela dit, on a bien entendu, j'ai envie de dire, tempéré un peu cette courbe par ces indicateurs locaux en tenant compte tout particulièrement de la place disponible pour les véhicules pour chaque habitation, que ce soit pour des maisons ou pour des immeubles, donc avec un taux d'équipement en parking pour ces habitations, sachant que, ça a été dit et je pense qu'on va le redire, l'essentiel des recharges quand on a un véhicule électrique aujourd'hui, et je pense que ce sera vrai demain, se fait à la maison. Donc ce point, il est central quand on veut parler de déploiement des IRVE, c'est de bien avoir en tête et de bien prendre en considération le taux d'équipement de parking par territoire. Et donc on va voir que pour la CCHF, on a un taux légèrement, enfin un peu supérieur, ce qui est assez normal par rapport à sa typologie d'habitat plutôt rural, que sur Dunkerque. Mais ça nous permet de croiser ces données et d'avoir quand même ces chiffres qui, si on se projette à 2035, sont relativement impressionnants quelque part par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais enfin,
on doit aussi s'y préparer, même si ce ne sont pas les seuls indicateurs qu'on va prendre en compte, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc on peut faire un zoom ensuite sur Dunkerque ou la CUD, avec, donc je le disais, un taux d'équipement en parking légèrement inférieur, et c'est lié à la densité, hein, donc, et à la typologie de l'urbanisme sur le Dunkerquois, mais avec beaucoup plus d'habitants aussi, donc un besoin et des projections qui sont en nombre plus importantes. Voilà sur les projections. Alors on pourra y revenir, hein, sur la méthodologie, mais c'est un... Voilà, on ne se base pas que sur ces chiffres parce que ce serait, je pense, imprudent, mais voilà, ça nous donne quand même une idée assez intéressante du phénomène, tout en étant adapté à chaque territoire. Et après, on croise ça avec d'autres sujets pour, pour aller plus loin, justement, sur la localisation des futurs IRVE, si on veut faire un SDIRVE, comme on s'est engagé en ce moment à le faire avec le SIECF. Donc voilà, donc c'est l'apport finalement de notre travail avec l'AGUR, c'est celui-là, c'est de travailler un petit peu plus en profondeur sur un croisement un peu multicritère et de tenir compte des caractéristiques urbanistiques, des projets urbains, des projets de développement économique, des projets d'habitat. Et c'est ce qui va nous permettre d'affiner et de travailler de façon plus intelligente, je pense, sur un horizon peut-être à plus court terme, hein. On n'est pas forcément obligé de tout prévoir pour 2035, mais l'idée, c'est de travailler à horizon 5 ou 6 ans, ce serait déjà pas mal. Donc, où implanter les IRVE? Donc, ce qui est très important, je pense, c'est lié aussi à ces deux territoires, Flandre maritime, Flandre intérieur. C'est de travailler sur les lieux d'intermodalité, de voir comment, on l'a vu tout à l'heure, la LAGUR a travaillé, connaît les phénomènes de déplacement sur ces territoires, et ça nous permet de localiser finalement des zones propices au développement de recharge. Alors on pense aux zones d'entreprise commerciales, on peut penser à des hubs multimodaux, il faut penser la mobilité en termes généraux, on n'a pas que la mobilité électrique, on a toutes les mobilités, donc on peut avoir aussi plusieurs sources d'énergie, voilà, ou des zones de loisirs. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, qui nous permet éventuellement de prioriser et de localiser des projets. Avoir bien sûr en tête, je le dis avant, l'équation de la recharge domestique, hein, puisque, encore une fois, c'est pas la peine de mettre des IRVE là où on a déjà beaucoup d'habitations qui sont avec parking. De travailler aussi avec les acteurs territoriaux, les commerces, les bailleurs sociaux. Encore une fois, nous, on réfléchit plutôt, quand on parle de SDIRVE, aux bornes accessibles au public. Donc, ce n'est pas que les bornes qui sont déployées ou installées par les collectivités. Donc, il faut bien travailler avec tous les acteurs pour optimiser le maillage. Et donc intégrer systématiquement l'équation mobilité dans les projets de territoire. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui. On ne peut pas penser un aménagement sans penser mobilité électrique. Alors la loi nous l'impose quelque part, hein, puisque ça a été dit avant, il y a des obligations, hein, d'équipement ou de pré-équipement pour les bailleurs, pour les parkings, pour les entreprises et pour les collectivités aussi. Donc au-delà de cette obligation, il faut intégrer cette équation dès le début de tout projet, j'ai envie de dire, mené par une collectivité de construction ou d'urbanisme. Et c'est important de l'avoir en tête. Et on fait un zoom maintenant pour terminer sur cette séquence, sur finalement ce qu'on a pu travailler avec l'AGUR dans ce document qu'on a travaillé ces derniers mois, où on a essayé de cartographier, grâce à l'AGUR, tous les projets, on va dire, d'importance, hein, sur territoire CUD et CCHF, et de voir ici ou là, par typologie de projet, donc on en a listé là quelques-uns qui sont à notre sens importants et qui méritent une attention
en tout cas une prise en compte de la mobilité électrique parce que ce sont des projets structurants où on aura du public, où on aura des mouvements, des déplacements. Donc de prévoir la mobilité électrique et d'essayer d'aller encore un peu plus loin en disant sur ces types de projets, adaptons aussi les types de bornes de recharge parce que les personnes, les utilisateurs ne sont pas forcément, sont quelquefois de passage ou quelquefois ils restent la journée. Enfin, selon la typologie des projets, on peut avoir des bornes de différentes puissances. Donc, on a évidemment parlé du quartier de la gare à Dunkerque, sachant que la gare à Dunkerque, il y a déjà des IRVE. Donc, voilà, l'idée, c'est peut-être d'aller un peu plus loin. La digue de mer, qui est un spot touristique très important, et je pense que ce sera, ça peut être, il peut y avoir un besoin. En tout cas, nous, on n'est pas là pour répondre à la place d'eux, hein, mais on se dit que sur ce type de projet, ça mérite une réflexion. Sur le pôle aquatique de Wormhout, c'est déjà prévu. Sur les zones économiques de Berg ou de Watt, on peut déjà le prévoir. La halle au sucre avec le bâtiment Eura Énergie à côté, il y aura probablement des bornes de recharge de véhicules électriques et aussi d'autres énergies hein, pour d'autres usages. Donc, ce bâtiment Eura-Énergie se veut une vitrine, donc ce sera, je pense, important. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais l'idée, c'est d'avoir un vrai zoom, une vraie lecture territoriale au-delà des chiffres statistiques pour finalement donner aux élus toutes les cartes pour décider en toute connaissance de cause. Et puis, on est là pour vous accompagner sur ces sujets-là, évidemment. Voilà, merci. Merci Serge, merci Guillaume également pour cette séquence de restitution des travaux que l'on a menés avec l'agence d'urbanisme de Dunkerque au périmètre du SCOT. Nous en arrivons au terme de la première partie de notre webinaire. Je vais donner la parole à Édouard pour faire une petite synthèse des éventuelles questions qu'il y a eu. Et s'il n'y a pas de questions, nous pouvons en prendre quelques-unes à l'oral, bien évidemment. Merci beaucoup Magid. Alors, il y a une première question sur le film d'introduction. Est-ce que, par exemple, peut-être Guillaume, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'on a un lien à diffuser? Oui, bien sûr, merci pour cette question. On vous propose de mettre l'ensemble des contenus diffusés aujourd'hui sur le site internet de l'Agure. Donc, vous pourrez effectivement reconsulter cette vidéo. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur ces pulsations urbaines aussi, la manière dont on se déplace, on peut également vous répondre. Il n'y a pas de souci. Ok, super, merci. Donc du coup, Magid, si tu veux laisser la parole à des personnes qui ont des questions orales. Très bien, écoutez, je donne la parole à d'éventuelles questions. Y a-t-il des... Alors a priori, il y a Monsieur Gosset qui a levé la main, qui aurait une question. Monsieur Gosset, je vous donne la parole, n'hésitez pas. Absolument. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire très, très intéressant. Je suis le nouveau directeur de l'Association des maires du Nord depuis le 2 mai, poste que Serge a connu dans une vie antérieure et que je salue amicalement. Alors, naturellement, ça n'est pas une question en fait, c'est une réflexion. Naturellement, je suis complètement convaincu de l'intérêt aujourd'hui des déplacements en véhicules électriques dans la CUD. C'est d'une évidence complète. En revanche, au jour d'aujourd'hui, je serais plus partagé sur les grands déplacements, puisque votre slide a été tout à fait éloquente lorsque on apprend que pour recharger en 30 minutes, l'appel à l'énergie est assez incroyable. Ce qui confirme mon sentiment que commençons par développer les centres urbains, et je pense que la panacée, à court terme, ça serait que finalement, tous les arrondissements du Nord soient bien équipés de façon à ce que à l'intérieur de chaque arrondissement, eh bien, nous puissions nous déplacer avec des véhicules électriques. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie à nouveau de m'avoir invité.
Merci, Monsieur Gosset. Est-ce que l'un des participants souhaite amener un élément complémentaire concernant cette remarque de Monsieur Gosset? Michel, il veut répondre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais quand même répondre un peu à l'observation de Jean-Marc, que je salue d'ailleurs. Concernant la Oui, bonjour Michel, je ne t'avais pas vu. Ah ouais, non, mais j'étais caché. J'ai économisé ma batterie parce que je risque de tomber à court là. Ah ben voilà. Oui, donc je voudrais répondre un petit peu à l'observation de Jean-Marc, il a tout à fait raison, du déploiement des bornes sur l'ensemble de l'arrondissement de Dunkerque. Et ce travail est en cours actuellement par le SIECF en partenariat avec l'agence d'urbanisme, c'est-à-dire que dans les 2 années précédentes, en 2019-2020, nous avons commencé à développer. Actuellement, nous en avons 25 sur le territoire. Donc développés, répartis sur la CCHF, sur la CCFI et CC Haute-Flandre. Il y a encore des projets, nous en avons encore 7 qui doivent être déployés cette année. Et le travail que nous avons demandé à la GUR, c'est d'essayer de réfléchir pour un déploiement plus important sur l'arrondissement de Dunkerque, hors CUD. Donc ça, c'est ce travail est fait avec la GUR, mais en partenariat avec Enedis, parce que c'est pas tout de dire on va mettre une borne à tel endroit, il faut qu'on ait les capacités également de puissance électrique. Et ce travail, j'anticipe un peu ma conclusion, là, c'est que je vais faire tout à l'heure, c'est que ce travail, nous le faisons en restant maître d'œuvre, parce que dans un premier temps, ce sont bien les collectivités qui sentent le besoin. On a commencé donc à demander aux communes, est-ce que vous êtes intéressés que l'on prenne la compétence IRVE? Donc une grosse partie des communes de notre territoire, les 98 de l'arrondissement de Dunkerque hors CUD, ont donné un positionnement. Donc ces communes-là, les 25, ont été servies. Maintenant, on se rend compte que d'autres disent « Ah ben oui, mais nous, ça nous intéresse aussi ». Donc on est en train de le développer progressivement. Mais on sait très bien que ça sera insuffisant. Ça sera insuffisant, ce sont des bornes publiques qui sont d'ailleurs très bien exploitées parce qu'on a un suivi régulier, nous, au niveau du CIEF. Et même les petites communes sont en exploitation. Je sais que j'ai mon collègue ici, Christian, qui a sa commune de Draghem, a également une borne et qui est bien exploitée. Voilà ce que je voulais un peu répondre à toi, Jean-Marc. Oui, Michel, sans oublier que l'arrondissement de Dunkerque, c'est aussi la CCFI. Et que, naturellement, on va sans doute bénéficier des nouvelles responsabilités du président de la CCFI, qui est devenu depuis hier vice-président du département en charge de la voirie et des infrastructures. Ah ben c'est parfait, c'est parfait. Non, mais moi je travaille, le SIECF travaille sur les 3 entités. CCHF, CCFI et CCFL. C'est pas que sur la CCHF. Mais pour en terminer, ça serait vraiment top qu'il y ait un développement fort au sein de l'intégralité de l'arrondissement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien, bravo. Là, je vois que Christian a demandé la parole. Là. Oui, bonjour à tous. Christian Delassus, donc maire de la commune de Lodringhem et vice-président SIECF dédié aux IRBE. Oui, en effet, je confirme ce que Michel dit. Même dans les petits villages comme le mien, bon, j'ai 700 habitants, j'ai une borne 2 fois 22 kW et puis une recharge vélo, donc intégrée dans la borne. Cette borne est bien utilisée et il ne faut pas non plus que les petits villages ruraux soient exclus entre guillemets du rechargement électrique, parce qu'on a aussi des habitants dans nos territoires qui vont sur Dunkerque ou sur Hasbrook ou sur Saint-Omer pour leur travail ou pour leur déplacement privé. Et donc, il ne faut pas qu'ils se retrouvent, je vais dire, sans recharge, parce qu'on a évidemment, on a beaucoup de maisons où il y a des parkings, où les gens savent recharger dans leur habitation, mais on a aussi des logements sociaux où il y a peu de parking, et donc une borne dans nos petits villages ruraux était aussi essentielle. C'est ce que je voulais apporter un petit peu. Donc voilà. Et je voudrais repartir sur ce qu'on a vu hier à la télévision, pour tous ceux qui l'ont vu peut-être, sur la Corse, où Hertz a acheté 50% de véhicules de flotte électrique pour louer. Et puis les gens qui l'utilisent sur la Corse, bon, il y a des montées, il y a des descentes, il y a tout ce qu'on veut. Ils arrivent aux bornes, il y a énormément de bornes privées, donc ils ne peuvent pas se recharger puisque c'est des bornes dans les campings. Et donc, et sur les bornes publiques, il y a la queue. Il n'y a pas assez de bornes, et puis les gens, ils gâchent un petit peu leurs vacances parce qu'avec leur véhicule électrique, ils arrivent et il n'y a pas moyen de recharger rapidement leur véhicule.
Donc il y a aussi une réflexion à mener sur nos territoires, que ce soit la CUD ou le SIECF, pour avoir des bornes à recharge rapide bien implantées qui permettent à nos touristes qui arriveront demain de pouvoir se recharger d'une façon rapide. Et les véhicules des entreprises aussi. Voilà, merci. Merci pour cette précision, Monsieur Delassus. Il est 11h47, nous avons encore quelques minutes s'il y a encore des personnes qui ont des questions. Oui, moi j'en ai une. Allez-y, je vous en prie. Monsieur Bertin, commune de Berquin, et je suis délégué au CECF. Je voudrais savoir pour l'harmonisation des normalisations des prises dans les bornes. Parce que moi j'ai une voiture électrique depuis 4 ans, je me suis rendu compte que certaines bornes n'étaient pas compatibles avec mes prises. Est-ce qu'il y a une normalisation dans l'ensemble de l'installation de ces prises? Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole pour amener des éléments de réponse à… Peut-être Justine, si tu as eu une info dessus. Je peux prendre la parole si vous le souhaitez, Natacha. Natacha, vas-y. Oui, bonjour à tous, Natacha Le Cerf, directrice du syndicat d'énergie des communes de Flandre. Alors, pour répondre à notre élu délégué, effectivement, donc pour ce qui est des bornes, il y a une normalisation, donc il y a une normalisation européenne. Et puis, il y a une normalisation européenne qui s'applique à l'ensemble des bornes. Donc, il y a 2 points importants dans l'accessibilité des bornes. Il y a la possibilité de se recharger matériellement, c'est-à-dire d'avoir une prise qui est compatible avec la borne. Alors, c'est le cas puisque, par exemple, sur les bornes qu'on installe en Flandre, on a à la fois une prise de recharge spécifique véhicule électrique, mais on a aussi une prise de recharge classique, donc c'est-à-dire une prise de maison. Donc, vous pouvez vous recharger très facilement, mais vous pouvez aussi recharger un scooter électrique, un vélo électrique, un gyropode électrique, enfin, tout instrument de mobilité électrique. Et ensuite, le deuxième point important, c'est l'accessibilité des bornes. On va le présenter juste après, mais le syndicat est adhérent au réseau Passe-Passe régional. Hein, donc, la carte Passe-Passe, c'est une petite carte qui est développée par le syndicat mixte des transports en région Hauts-de-France, qui permet de prendre le train, qui permet de prendre le métro en région lilloise, mais qui permet aussi, si on active l'option mobilité électrique, de se recharger sur plus de 400 bornes dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Parce c'est vraiment dommage d'arriver sur une borne, qu'elle fonctionne, qu'on ait la bonne prise et qu'on ne puisse pas se recharger parce qu'on n'a pas la bonne carte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'harmonise. Et puis deuxièmement, l'ensemble des bornes du réseau Passe-Passe sont désormais accessibles à tous les opérateurs de mobilité. Donc, c'est-à-dire que même si on a une carte qui vient de France ou de l'étranger, les 16 opérateurs de mobilité qui sont autorisés sur l'Union européenne sont accessibles via cette borne Passe-Passe. Donc, on a vraiment, je pense, des bornes qui sont accessibles à tous les véhicules et à tous les porteurs de badges et de bornes. Et enfin, on peut toujours se recharger aussi avec son smartphone. Voilà ce que je voulais dire d'un point de vue technique. Merci Natacha pour ce complément d'information. On prend une dernière question et je vous propose ensuite de passer à la suite de notre webinaire. J'ai toujours une autre question. Y aurait-il pas par la suite un problème de saturation du réseau électrique, surtout l'hiver, quand on voit des fois les problèmes qu'on a dans la distribution électrique, surtout pour les recharges très rapides, y a-t-il pas une crainte par la suite de cette saturation, quoi? Non, Stéphane Ledela, je vais prendre peut-être la réponse. Non, on a fait des études justement prospectives et je vous rassure, le réseau sera au rendez-vous de la mobilité électrique comme des autres usages. Hein. J'étais il y a quelques minutes sur un autre webinaire qui s'appelait Habiter décarboné avec l'Union régionale Habitat. On a énormément d'enjeux sur le réseau électrique qui constitue un atout fantastique pour la décarbonation. Et on va tenir, pourquoi? Parce que non seulement le réseau est de plus en plus smart, hein, on parle des smart grids et encore plus vrai avec l'équipement maintenant massif des compteurs communicants. Et quelque part, on aura des capacités, je dirais aussi, d'intelligence renforcée. Thomas Rollet, que je remercie, est là aussi,
il pourrait en parler assez longuement sur des opérations où on connecte à la fois je dirais les bornes de recharge avec des énergies renouvelables. Hein, mais donc effectivement, on est prêt à relever le défi. Il n'en demeure pas moins, et dans ce qu'expliquait Guillaume tout à l'heure, il n'en demeure pas moins qu'il faut une intelligence d'installation des bornes, non seulement pour que la recharge soit combinée à une autre activité, parce que en général, on n'aime pas forcément rester 1 heure dans sa voiture en attendant que ça recharge, les bornes de recharge rapide, et puis les combiner avec l'activité, avec l'intermodalité. Ça sera vraiment un des enjeux, d'où le travail qui est fait avec nos amis de la GUR et avec les élus, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la mobilité. Merci Stéphane. Je vois Monsieur Gosset lever la main. Allez, une toute dernière, Monsieur Gosset. Oui, une dernière. Finalement, c'est par rapport aux interventions de Christian, que je salue bien amicalement, et à Monsieur Bertin. On sait qu'aujourd'hui, le véhicule électrique le plus vendu au monde, c'est la Tesla. Que les étrangers qui vont se déplacer sur notre territoire se déplaceront en véhicule électrique avec des Tesla parce que l'autonomie est de très loin la plus importante. Est-ce qu'aujourd'hui, les Tesla peuvent se raccorder aux bornes qui sont en place? Oui. Pour les bornes du syndicat, oui. Bon, eh bien, c'est une bonne réponse à ma bonne question. Merci. Je peux même vous dire, Madame Mamet, maire de Bosghem, nous le confirmerait aisément. Elle a un habitant quelqu'un qui vient régulièrement à Bosghem et qui charge de manière très régulière sa Tesla sur notre borne SIECF installée sur la commune de Bosghem. Très bien, donc je suis ravi que vous confirmiez que tous les véhicules électriques, quels qu'ils soient, peuvent se raccorder. Merci. Oui, j'ai quelques difficultés. Moi, j'ai une LIF et il m'arrive dans certaines bornes de ne pas pouvoir me brancher. Donc, mais bon, je ne me branche pas souvent à l'extérieur. Hein. Mais ça m'est déjà arrivé de me retrouver un peu coincé, mais on arrive toujours à s'en sortir. Ouais, un petit complément. Donc, Tesla a deux façons de se recharger avec son réseau de bornes dédié à ses utilisateurs. Mais bien sûr, la Tesla embarque un chargeur dédié en petite puissance de 11 kW en alternative qui est compatible avec les bornes déployées sur le domaine public ou chez les particuliers avec des charges encore plus lentes. Donc, ça dépend vraiment du touriste ou de l'étranger qui se déplace, ce qu'il veut faire. S'il vient sur le Dunkerquois, il trouvera, et s'il y reste quelques heures, il trouvera de quoi se recharger. S'il s'arrête juste pour repartir 30 minutes après, il faut qu'il soit proche des bornes, soit Tesla, soit des réseaux déployés de forte puissance le long des autoroutes notamment. Mais ce que je disais dans mes interventions, c'est qu'il faut développer ces bornes de tout type et de toute puissance. Sinon, en effet, ça sera un frein au déploiement ou à la mobilité interrégion, on va le dire comme ça. Merci. Absolument. Nos voisins des Pays-Bas ont beaucoup de véhicules électriques et comme leur pouvoir d'achat est important, ils ont aussi beaucoup de Tesla. Merci pour ces compléments. Merci à toutes et à tous pour ces échanges. Je donne la parole quelques instants maintenant à Stéphane Ledé qui va nous parler des différentes opportunités, enfin pas des opportunités, pardon, mais des différentes démarches qui sont actuellement en cours sur le territoire. Stéphane Ledé, à vous l'honneur. Oui, alors, juste un petit point. Donc, on va étudier finalement 2 use cases du territoire. On va étudier le schéma directeur des IRBE, hein, et Natacha va le développer assez longuement, sur lequel on est notre collectif auprès du SIECF, des élus et de l'équipe du SIECF mobilisée, mais avec une compétence qui a été prise finalement progressivement et Natacha le rappelait depuis plusieurs années maintenant. Et puis on va étudier le cas de la communauté urbaine de Dunkerque où finalement on avait eu un peu une feuille de route qui nous avait été demandée après les municipales par le nouvel exécutif en disant ça serait intéressant que vous nous aidiez finalement à GUR et Enedis à travailler sur le sujet de la mobilité. Et entre-temps, la communauté urbaine de Dunkerque, qui est aussi autorité organisatrice de la mobilité assez naturellement, qui est aussi dans ses leviers à son plan climat, air, énergie, territoire. On y voit que
on voit que ça vient le nourrir, plus évidemment son côté extrêmement innovant qui a été rappelé sur les transports gratuits et sur la mobilité. Donc voilà, c'est un petit peu les deux thématiques qu'on va aborder maintenant, et avec, par rapport à toutes les questions qui ont été posées, se dire que finalement on a une grande couche d'innovation qui vient à la fois sur nos territoires et même un peu plus largement. Je parlais de bornes de recharge bidirectionnelles connectées à du photovoltaïque en logement social. On pourrait parler aussi, et Natacha pourra en parler longtemps, du travail sur les IRVE connectés au réseau d'éclairage public. Donc on a toute cette couche d'innovation. Et je vais tout de suite, je crois, laisser la parole à Natacha. Je pense qu'on commence par le schéma directeur IRVE du SIECF. Merci Stéphane. Effectivement, je vous laisse installer les slides. Donc, quelques mots pour vous présenter le syndicat pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Donc, le syndicat d'énergie des communes de Flandre, territoire d'énergie Flandre, c'est un syndicat qui regroupe 98 communes, donc l'ensemble des communes de l'arrondissement de Dunkerque, à l'exception des communes de la communauté urbaine. Voilà, donc on est présidé par Monsieur Decolle, ici présent, et on est historiquement un syndicat tourné vers les réseaux, puisqu'on exerce les compétences d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de gaz. Donc nos métiers historiques, c'est le réseau et l'énergie. Et puis, au cours du mandat précédent, le syndicat a pris un certain nombre de compétences liées à la transition énergétique, dont la compétence borne de recharge, infrastructure de recharge véhicules électriques, et ainsi que la compétence borne GNV, donc borne gaz naturel. Sur le territoire, on a actuellement, donc, comme le disait notre président, 25 bornes, 22 kVA. Donc, 25 bornes, ça veut dire 50 points de charge, puisque chacune des bornes est équipée de 2 points de charge. Sur chacun des 2 points de charge, on a une prise dite rapide, donc, qui est utilisable pour les véhicules électriques classiques type Zoé ou autre. Et on a une borne type domestique qui permet de recharger tout type de véhicules autres, style vélo, scooter, gyropode électrique. Donc nos bornes fonctionnent dorénavant de manière très dynamique. Elles sont toutes utilisées, que ce soit celles de Jules Verdingue ou celles de Bailleul, pour schématiser, elles sont toutes utilisées, alors de manière importante, avec une moyenne de 20 à 30 charges par mois et par borne. Alors bien sûr, certaines bornes sont plus utilisées que d'autres, mais on constate quand même une bonne utilisation. On va installer 7 nouvelles bornes au cours de l'année 2021, et puis on espère en installer encore un certain nombre au cours des années à venir. C'est pour ça qu'on va réaliser ce schéma directeur. Un petit point pour vous dire qu'on expérimente actuellement une borne sur éclairage public, donc sur la commune d'Auxelard. C'est un projet qu'on a développé avec le soutien du département du Nord dans le cadre de l'appel à projet mobilité innovante. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des bornes sur candélabres d'éclairage public, donc des bornes plutôt lentes. L'idée, c'est que les gens se garent, mettent leur voiture à charger, par exemple, le soir, et la reprennent le matin. Ou mettent leur voiture à charger, vont déjeuner à l'estaminet d'Auxelard, reviennent et reprennent leur voiture rechargée, ou leur vélo d'ailleurs. Donc, c'est vraiment sur des stationnements plutôt de moyenne durée, et on espère pouvoir expérimenter de nouvelles bornes de recharge pour éclairage public au cours de cette année 2021 sur d'autres communes du territoire. Nos bornes sont donc, comme je le disais déjà rapidement tout à l'heure, reliées au réseau Passe-Passe régional, donc qui est le réseau du syndicat mixte de transport et le réseau de la région Hauts-de-France. Il y a plus de 400 bornes de recharge qui sont accessibles sur les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais. Nos collègues des syndicats d'énergie de Picardie, donc en Oise, Somme et Aisne, ont également chacun développé un réseau de bornes. Et donc, on a vraiment un maillage du territoire qui est d'assez bonne qualité.
On peut ajouter que pour inciter à la mobilité électrique, sur la Flandre, on a aussi piloté un achat groupé de véhicules électriques au cours de l'année 2018, ce qui a permis à un certain nombre de nos communes de se doter de véhicules pour leurs services techniques, donc plutôt des véhicules utilitaires, mais également des minibus pour le transport des personnes âgées ou autres. Donc le syndicat a décidé, sous l'effet de la loi mobilité, de se lancer dans la mise en place d'un schéma directeur des infrastructures de recharge, donc ce qu'on appelle un SDIRVE, on en a déjà un peu parlé. L'idée, c'est de fixer des priorités et de fixer des priorités, on va dire, d'installation et de fixer une feuille de route pour le syndicat sur le mandat qui commence, puisque nos délégués sont élus depuis l'été 2020. Et l'idée, c'est qu'on ait une feuille de route des déploiements de bornes à la maille Flandre à l'horizon 2025-2026. Et puis, il y a aussi un intérêt financier, comme on l'a dit rapidement, le fait d'avoir un schéma directeur nous permettra de bénéficier d'un taux de réfaction à hauteur de 75% pour les raccordements de bornes au réseau électrique, ce qui n'est pas négligeable, d'autant plus pour les bornes ultra rapides qu'on va certainement être amené à installer. Pour ce schéma, on s'appuie sur deux acteurs, l'agence d'urbanisme, l'AGUR, que je remercie, qui est vraiment notre point d'appui pour réaliser ce schéma, ainsi qu'Enedis. L'idée, c'est d'avoir un schéma cohérent et qui colle le plus possible aux réalités de terrain. Alors, qu'est-ce qu'un schéma directeur? Comment ça se passe? Alors, on réalise un schéma directeur parce qu'on a la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, ainsi que la compétence infrastructure de recharge véhicules électriques. Sur notre territoire, le schéma pourra être réalisé, par exemple, par la communauté urbaine ou par les métropoles, si elles le souhaitent. Le contenu du schéma directeur, c'est un diagnostic, un état des lieux et une évaluation des besoins de bornes à un horizon 3 puis 5 ans, des objectifs chiffrés, un calendrier et ensuite un dispositif de suivi et d'évaluation de la réalisation de ce schéma directeur. On a donc commencé à travailler. Ce qu'on peut vous dire sur notre territoire, vous le savez, c'est un territoire rural avec une influence urbaine. On a l'influence des grands axes structurants et puis de nos communes extrêmement urbaines, notamment pour certaines qui ont peu ou pas de stationnement pour les habitants. C'est un point très, très important. On a une mobilité extrêmement carbonée, puisque le taux de motorisation est de 84%, avec un taux qui est quand même un peu inférieur sur les communes plus importantes, Hasbrook, Watt et Berg. Et puis, on constate, comme je vous le disais, que des communes comme Berg ou Watt ont peu d'emplacements de stationnement. Donc, ça sous-entend que si les habitants veulent se doter de véhicules électriques, ils devront également se charger sur des emplacements publics parce que ne disposant pas de stationnement privatif. Voilà, on n'est encore qu'au début de ce travail, mais l'intérêt, c'est vraiment de travailler en partenariat avec l'AGUR, qui a une connaissance fine de par notamment son expertise en matière de planification et de réalisation des SCOT du territoire. Et puis, on s'appuie également donc, sur les éléments d'Enedis. Sur la slide suivante, vous allez voir apparaître quelques courbes qui nous ont été fournies par Magid, ici présent d'Enedis. Et on a des simulations qui nous tendent à penser qu'on aurait plus de 2500 véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables sur notre périmètre à l'horizon 2025, ce qui nous ferait un besoin de points de charge en voirie de 242, sachant que actuellement, nous, on a 50 points de charge, comme je disais tout à l'heure, et qu'on a aussi des points de charge en voirie, mais détenus par des opérateurs privés, style grands magasins notamment. Voilà, donc ça nous donne des perspectives pour le déploiement sur le mandat qui commence.
D'un point de vue pratico-pratique, comment on va organiser ces travaux de réalisation du schéma directeur? Donc avec notre vice-président, Christian Delassus, qui pilote pour le syndicat. On lance donc l'élaboration du schéma. Ça a été communiqué à l'ensemble des élus lors du comité syndical de ce lundi. Les diagnostics, état des lieux, évaluation de l'offre, évaluation des besoins sont réalisés cet été avec le partenariat Agur Enedis. On réalisera ensuite au cours de l'automne des ateliers en partenariat avec nos élus de nos différentes communes pour élaborer les stratégies et les objectifs opérationnels. Et on espère pouvoir faire valider notre schéma par le préfet et l'adopter pour la fin d'année et être dans le timing fixé par la loi mobilité. Enfin, un petit point pour vous dire qu'en matière de mobilité propre, on a aussi une action à destination de la mobilité, je vais dire plutôt lourde, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt utilitaire, poids lourd, bus, autocar, benne à ordures ménagères, et que dans ce cadre-là, on travaille aussi sur la mobilité GNV, donc au gaz naturel. Et on espère pouvoir très prochainement installer une borne de recharge pour les bennes à ordures ménagères en partenariat avec le syndicat mixte SMC Rome Flandre Nord, donc qui est le syndicat qui collecte les déchets sur la partie nord de notre territoire. Je vous remercie. Merci Natacha pour cette séquence très éclairante sur la démarche en cours au périmètre du SIECF. Je vais donner la parole à Édouard pour animer la séquence questions-réponses. Merci Magid. Alors du coup, pour les questions écrites, on n'en a pas forcément, mais par contre, je vois que Monsieur Butterdrog souhaite prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Une petite précision sur l'installation des bornes aux zones urbaines. Une contrainte que j'ai vécue récemment sur Bordeaux, c'est qu'en fait, rapidement, les bornes de recharge deviennent des zones de stationnement. En fait. C'est-à-dire qu'elles sont squattées un petit peu à longueur de journée. Et il y a une réelle difficulté à créer, du mouvement sur ces bornes. Je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes personnes qui laissaient leur voiture en rentrant du boulot, on va dire, à 17h et qui les reprenaient le matin à 8h. Donc ça, c'est une difficulté à intégrer dans la démarche. Voilà. Alors, si je peux me permettre d'apporter un élément qui n'est pas la panacée, mais qui est un élément de réponse, dans la tarification passe-passe, donc qui est la tarification régionale qui est adoptée sur l'ensemble des bornes de la région Aix-Nord-Pas-de-Calais, les élus ont fait le choix d'avoir une tarification à l'heure et non à l'électricité consommée. Ce qui, normalement, devrait permettre de diminuer, on va dire, les stationnements ventouses. D'un point de vue pratico-pratique, au syndicat, l'ensemble de nos bornes sont dotées de boucles de détection, ce qui permet déjà de prévenir les usagers que la place est occupée. Alors, on ne sait pas si la place est occupée par quelqu'un qui se recharge ou pas, mais ça, par exemple, évite à des gens qui ont besoin de venir se recharger de se présenter à une borne qui est déjà occupée. Donc voilà les 2 points dont on peut vous donner après d'expérience en Flandre, à part 1 ou 2 bornes en centre-ville d'Hazebrouck qui sont parfois occupées par des véhicules ventouses. Sinon, on a très peu le cas sur le territoire, en tout cas pour l'instant. Voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue opérationnel. C'est aussi une question que se posent les grands magasins qui parfois ont des bornes en accès gratuit, qui sont aussi parfois utilisées cette fois-ci en ventouse, non pas seulement le temps de faire ses courses, mais des gens qui viennent recharger pendant plusieurs heures. Donc je pense qu'effectivement tout ça va aussi bouger au fur et à mesure où les usages vont un peu se normaliser, se stabiliser pour peut-être pour avoir des fonctionnements un peu plus rationnels parfois. Merci Stéphane, merci Natacha pour ces éléments de réponse. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Oui, je crois, Monsieur Gérard Goutier. Moi, je voudrais tout simplement dire que
faut faire attention à l'endroit où on place les bornes. Parce que je vois ici, nous sur Anscott, on a 2 bornes qui sont près des feux, ici à l'intersection de la route de Brédune. Bon, c'est bien positionné. Mais à un moment donné, il était question d'en positionner près du La Salpêne et près d'une pharmacie. Et là, personnellement, je me suis opposé parce que j'ai dit il n'y a que 6 ou 7 places. Et pour une pharmacie, il y a des moments de pointe. Je pense, alors les gens, s'ils laissent leur voiture pendant plusieurs heures, ça rejoint ce que vous venez de dire avant. Il faut faire attention de les positionner au bon endroit, mais non plus pas trop loin des centres pour faire travailler un petit peu le centre-ville, quoi, pour les commerces, quoi, évidemment. Je pense que c'est le positionnement des bornes qu'il faut faire attention. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout. Merci pour votre remarque, Monsieur Houtier. Édouard, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a une petite question écrite pour Natacha. Est-ce que le SIECF a un projet hydrogène? Alors, pour l'instant, en phase opérationnelle, non. On y regarde et on y travaille, mais il n'y a pas de projet en phase opérationnelle. D'accord. Ok. Parfait. Merci pour la réponse, Natacha. Écoutez, je vous propose de passer à la séquence suivante. Donc, on va donner la parole à Stéphane, si je ne dis pas de bêtises, Stéphane et Franck, pour nous parler un petit peu de l'approche schéma directeur au périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque. Oui, en quelques mots, donc, je l'évoquais avec Franck tout à l'heure, on a commencé à réfléchir sur le territoire communautaire, encore une fois, territoire extrêmement innovant, sur la mobilité en sens large, pionnier sur les transports gratuits, mais aussi un territoire qui s'est emparé de l'hydrogène. On en parlait à l'instant avec Natacha. Et effectivement, en le connectant aux transports lourds, bennes à ordures ménagères, qui sont plutôt un peu l'apanage aujourd'hui de l'hydrogène. Néanmoins, des bornes avaient été déployées sur la CUD avec différentes initiatives, mais la question se posait sur finalement quel impact de la mobilité électrique et comment y travailler. Donc c'était un peu cette commande qui était à l'origine dans le prolongement du colloque du 30 novembre 2019, sur laquelle on a travaillé pendant à peu près 6 mois avec les équipes de la GUR, en préfigurant un peu justement ce qu'allait être le cahier des charges finalement de déploiement des SDI RVE. Alors avec plusieurs, donc on a partagé un peu ces livrables avec la direction de la CUD, avec le président, et qui finalement nous a passé une commande, parce que ça a été dit dans les interventions qu'on vient d'écouter, c'est que la mobilité, qu'elle soit électrique, hydrogène, qu'elle soit autour d'autres énergies, GNV, elle doit complètement s'intégrer dans le projet politique des élus, le projet politique du territoire, et véritablement compléter l'offre de transport. Donc, quelque part, les échanges qu'on a eu de cadrage, c'est qu'il fallait s'intégrer finalement dans cette politique de la CUD, qui est désormais autorité organisatrice de la mobilité. Également, Serge l'évoquait tout à l'heure, il y a des zones clés qui sont les zones d'intermodalité, les gares, bien sûr, les parkings relais. Quand il y a un travail qui a été fait avec le bus gratuit, avec des parkings relais, c'est extrêmement important. Les lignes de bus pour je dirais, aussi utiliser le bus en relais et peut-être laisser des véhicules se recharger à des arrêts de bus. Et puis aussi, on a eu un cadrage sur le fait de l'attention apportée à des équipements urbains, notamment dans des zones qu'on voudrait rendre plutôt privilégiées pour les piétons. Donc c'est pas forcément, la mobilité électrique n'est pas forcément là pour venir finalement remplacer la voiture carbonée dans les lieux, dans certains lieux urbains. Et voilà, donc quelque part, ce travail-là aussi, il est important et il a été évoqué sur qu'est-ce que je fais pendant que ma voiture se recharge. Alors les recharges rapides, la question se pose moins, mais ça c'est tout le travail qu'on peut faire et qui a été un peu rappelé dans le cadrage avec l'agence d'urbanisme, à savoir si par exemple je vais au centre commercial Auchan de Grande-Synthe, pour donner un exemple, d'où je viens, combien de kilomètres j'ai fait, combien de temps j'ai resté au centre commercial, tout ça, ça permet évidemment de travailler pour affiner la vision qu'on peut avoir.
Et ben pour ça, en fait, il y a un travail qui va se dérouler maintenant, qui va être un travail de mobilisation des acteurs du territoire avec des ateliers de co-construction qu'on va travailler avec la GUR, qui a une grande expertise. Et Enedis, on amènera à notre place et à notre niveau de compétence, bien sûr, notre pierre à l'édifice. Peut-être, Franck, que tu peux en parler, parce que c'est quand même une compétence clé de la GUR, aussi d'animer l'éducation populaire, les ateliers, la concertation, c'est aussi un volet de l'agence d'urbanisme. Oui, merci pour ta présentation méthodologique. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on a pu avoir avec Guillaume et toi et le président Vergrit. C'était extrêmement intéressant parce qu'il faut se le dire entre nous, là, il nous a quand même un petit peu challengé, hein, Stéphane. Et il a eu complètement raison. Très honnête. Ouais. Et moi, j'ai trouvé cet échange particulièrement enthousiasmant parce qu'il nous a réinterrogé sur, pour ne pas faire du classique, en gros, comme d'habitude. Et c'est vrai que tu as évoqué l'interface avec le projet politique. Et ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement important. Beaucoup de partenaires et d'élus l'ont dit ce matin. Alors, c'est vrai que tout ce qui concerne la participation citoyenne, c'est un facteur clé de succès de l'agence depuis pas mal d'années. Et puis, cette capacité qu'aura l'agence dans son projet stratégique à inventer des nouveaux modes justement de participation, c'est quelque chose qui est très important. On a adopté là, en Assemblée Générale cette semaine notre nouveau projet stratégique 2021-2026 où on place ces sujets au cœur des ambitions. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, sinon qu'on est très heureux de pouvoir initier ces groupes de réflexion et puis d'être un petit peu innovant dans les propositions qu'on pourra formuler et très adapté par rapport au contexte. On va faire un peu du chirurgical, si tu me permets le terme, Stéphane. Ouais. Et peut-être si on est sur le slide la slide suivante, et je vais faire un écho à ce que disait Natacha, on est sur, et ce que disait aussi Jean-Luc tout à l'heure, c'est très très intéressant que les démarches se fassent du SDIRVE SIECF et peut-être d'une démarche un poil plus bottom-up dans la commande du président Vergrit sur le territoire de la CUT, parce que on ne peut pas imaginer de travailler en silo entre le territoire du SIECF et celui de la CUT sans se parler. Donc finalement, quelque part avec l'aide de l'agence d'urbanisme qui a cette vision extrêmement transverse, je pense qu'on peut réussir sur notre territoire de Dunkerque-Flandre au sens élargi à avoir vraiment quelque chose qui soit assez puissant et assez innovant et on espère effectivement on sera tout à fait partant, je pense, avec tous les acteurs autour de la table pour que si des choses intéressantes sortent de nos travaux, on puisse les partager et puis que d'autres puissent en bénéficier puisque quelque part on s'est un peu emparé de cette problématique finalement de façon structurée déjà que ce soit côté SIECF et côté communauté urbaine de Dunkerque dans des approches un peu différentes et complémentaires. Je pense que voilà, il y aura des choses extrêmement intéressantes, donc avec tous les acteurs, Natacha les cités, bien sûr les collectivités locales, nos amis bailleurs sociaux aussi, qui ont un rôle extrêmement important dans la décarbonation, avec aussi l'aspect mobilité, les gestionnaires de transport, de parking, la SNCF, et puis nos pôles d'expertise, Dunkerque Énergie Créative, le GPMD sur le territoire dunkerquois. Ranergie, Pôle Énergie aussi, qui quelque part a aussi un rôle un peu d'animation sur le territoire. Voilà, et donc l'idée, c'est peut-être d'avoir les bases pour, un peu comme ce qui va se faire sur le SIECF, d'avoir une proposition de SDIRVE par le collectif, peut-être dans un format un peu de démocratie participative finalement, et peut-être conjoint avec celui du SIECF. En tout cas, moi, on est très fiers, nous, côté Enedis, de pouvoir appuyer les territoires et vous appuyer dans la mesure de nos compétences pour que ce soit une véritable réussite, finalement de la partie prospective jusqu'à la partie réalisation, du raccordement et puis de l'utilisation des bornes. Et on a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir, on l'a vu dans les interactions qu'on a vues avec les expériences utilisateurs de chacun. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire sur cette partie des travaux qu'on envisage avec Franck et avec les équipes locales.
Merci Stéphane, merci également à Franck pour ce tour d'horizon des perspectives au périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque. On en arrive au terme de ce webinaire. Je vais donner la parole à Édouard. Y a-t-il éventuellement des questions qui ont été posées sur le chat? Merci Majid. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, mais toute personne qui souhaite s'exprimer à l'oral est bienvenue à prendre la parole. Alors, y a-t-il des questions concernant ces deux cas d'usage, le cas d'usage du SIECF, le cas d'usage de la communauté urbaine de Dunkerque, éventuellement sur d'autres sujets qu'on aurait vus plus tôt dans le webinaire? Tout paraît clair? Bah, écoutez, si tout est clair, c'est parfait. Nous arrivons du coup au terme de ce webinaire. Nous allons donner la parole à Thierry Pagès, le directeur régional d'Enedis Nord-Pas-de-Calais, également au président du SIECF Michel Decolle pour la conclusion de cet événement. Ah, voilà Thierry. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Donc c'est un plaisir pour moi de vous rejoindre. Là, j'étais en CSE, donc là on est en pause, et donc ça me permet de vous rejoindre, et c'est un plaisir que de pouvoir partager quelques convictions en fait sur la mobilité électrique. Alors ce que je souhaite dire, c'est que cette mobilité électrique, elle est en plein développement aujourd'hui, et quand on regarde, on parle beaucoup de décarbonation à la maille européenne, à la maille France, et les enjeux de décarbonation à la maille France particulièrement, ce sont ceux du transport, puisque l'électricité qui est produite en France, elle est à 97% décarbonée. Et le transport aujourd'hui, c'est une des sources d'émissions de CO2 les plus importantes. Ce qu'on observe aujourd'hui en tendanciel, c'est un parc de véhicules en forte croissance. À date, à la maille de la région Hauts-de-France, on a à peu près 30 000, un parc de 30 000 véhicules électriques hybrides rechargeables. Et le parc, je dirais, de véhicules électriques, c'est de l'ordre de 1%. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on voit à la maille de la France. Si on se place dans les scénarios prospectifs à un horizon 2030, dans les scénarios en tout cas pessimistes à optimistes qu'on a construits, on estime que ce parc-là de véhicules électriques, il pourrait être compris entre 100 000 véhicules et 600 000 véhicules. Et sans aucun doute, il faut tabler sur plutôt 600 000 véhicules, puisque vous avez dû voir récemment la Commission européenne qui envisage d'interdire le véhicule hybride rechargeable. Et vous avez aujourd'hui des constructeurs, notamment les constructeurs allemands, qui ont clairement indiqué qu'ils allaient sortir du thermique dans des délais relativement courts, puisque Audi a annoncé une sortie du thermique en 2033, Volkswagen en 2035, et on voit que les constructeurs français, et on a vu la déclaration de Luca Di Meo récemment, lors de la visite d'Emmanuel Macron là, sur Douai, qui marque clairement sa volonté également, sans aucun doute, d'accélérer la sortie du thermique. Donc, ça veut dire que les scénarios qui étaient très optimistes de 15 millions de véhicules en 2035, ça nous paraissait un peu irréaliste, sans aucun doute, ils vont se confirmer et voire même être dépassés. Derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire accélération de la construction d'une infrastructure de recharge. Et ce qui est important, c'est de construire une infrastructure de recharge qui soit la plus cohérente et optimisée à la maille de la région de France, parce que derrière, c'est des coûts qui sont engagés, et des coûts notamment engagés par les collectivités. Et c'est donc important de vraiment travailler à la cohérence de la construction de ces schémas de déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Pour donner un ordre de grandeur, dans les scénarios qu'on a construits à la maille de France, on était en 2020 à peu près à 3000 points de charge ouverts au public. Dans les scénarios qu'on voit en 2025, c'est 20 000, et en 2030, potentiellement 75 000 points de charge ouverts au public. Un des enjeux qu'on a dans la construction de ces schémas
ces schémas d'infrastructure, hein, c'est sans aucun doute de penser un peu différemment de la façon dont on a pensé aujourd'hui. Je pense que on n'aura pas la même approche, bien entendu, entre l'urbain, le périurbain et le rural. En rural, ce qu'on constate en Hauts-de-France, majoritairement, la recharge, elle se fait à domicile. Il y a besoin d'une réassurance, sachant que les autonomies de véhicules aujourd'hui permettent de répondre, je dirais, aux besoins des personnes qui ont un véhicule électrique. Là où, sans aucun doute, il y a des choses à penser différemment, c'est sur tout ce qui est périurbain, urbain. Sur le périurbain, je pense qu'il faut qu'on arrive à imaginer sans aucun doute la construction de schémas d'intermodalité avec des stations de recharge multifluides assez denses qui permettent une recharge rapide. Et à l'intérieur même des villes, là, on a un gros enjeu à la fois sur l'utilisation de l'espace public, parce que là aussi, ça a une vraie valeur hein, pour les collectivités locales, et sur le collectif, l'habitat collectif et tertiaire. Alors, vous avez pu voir, et notamment dans l'habitat collectif et tertiaire, hein, et pour pouvoir accélérer la donne, il y a la loi climat et résilience qui est passée récemment, qui a été votée, permet en fait, donne un rôle à Enedis hein, de préfinancement des 60% du reste à charge hein, sur les colonnes horizontales qui serviraient à accueillir la mobilité électrique dans l'habitat collectif et tertiaire. Et si on le met en perspective demain je dirais d'une gestion de flux optimisée entre les flux remontants, les flux descendants en injection ou en sous-tirage entre les colonnes montantes et colonnes horizontales, ben vous voyez le potentiel que ça peut dégager de création de valeur hein, pour l'ensemble des parties prenantes de la mobilité électrique. Cette mobilité électrique qui demain, là aussi à travers un parc de véhicules densifiés, constituera un parc de stockage, sans doute le premier parc de stockage qui constituera une flexibilité pour le réseau public de distribution. Donc ensemble, en fait, nous sommes en train finalement de co-construire l'avenir des territoires. Hein, et je pense que la mobilité électrique, ça peut être un véritable vecteur attractif pour l'ensemble des territoires, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient périurbains, qu'ils soient urbains. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est souvent ce que je dis, si on pense bien les schémas directeurs de construction des infrastructures de recharge, on peut en faire un véritable levier attractif pour les territoires. Et je pense notamment à toute cette jeunesse qui arrive, qui pousse, qui pense différemment que notre génération à nous, les générations XY. Eux, ils pensent autopartage, ils pensent small is beautiful, ils pensent décarbonation, ils pensent... ils ont une approche complètement différente. Et donc, c'est à nous, vraiment, là, de rendre possible également leur futur, d'être en adéquation avec les exigences des nouvelles générations qui sont différentes de celles des nôtres, qui ont un rapport à la propriété qui est différent de celui qu'on pouvait avoir. Et je pense que c'est un challenge extrêmement stimulant dans lequel nous sommes tous et toutes embarqués. Et je peux que m'en féliciter d'être à la fois aux côtés de Michel, aux côtés de Franck, parce que je pense qu'on est sur ces aspects-là assez précurseurs et je peux que m'en réjouir. Donc merci beaucoup. Merci sincèrement pour la qualité, en tout cas, du travail qu'on peut faire ensemble avec le SIECF, avec les équipes de Michel, avec tes équipes également, Franck. C'est vraiment un plaisir que de travailler dans cet état d'esprit. Donc, merci. Merci Thierry pour ce mot. Monsieur Decolle, le mot de la fin est pour vous. Oh là là. Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure avec mon ordinateur. J'ai dû le récupérer avec l'iPhone là. Je pense que Thierry a bien résumé les choses. Hein. Je pense que c'est l'avenir qu'on est en train de réfléchir, notre avenir immédiat, mais effectivement le futur, parce que les conditions de transport, les conditions de travail seront tout à fait différentes. Moi, je peux vous assurer que j'ai écouté longuement également Stéphane. Il faut que nous travaillions avec la CUD et je suis prêt à rencontrer les services de la CUD, Patrice, il n'y a aucun problème.
parce que ça serait comme idiot de mettre des bornes côte à côte, parce qu'il y a une limite d'un côté Q, de l'autre côté c'est SIECF. Ça ne va pas dans ce sens. Hein. Notre sens est de répartir sur l'ensemble du territoire pour que tout le monde puisse bien faire ses recharges. C'est certain qu'il y a des problèmes également de civilité, des gens qui restent sur les, je l'ai encore vu dernièrement, ça se cherche une place, ah ben ils se mettent sur la borne de recharge électrique. Je pense que là, il faut prendre un peu des sanctions hein, de temps en temps. Voilà. Encore un grand merci pour le travail qui a été fait, parce que c'est quand même une très belle présentation. Merci à toi, Franck, et toutes tes équipes hein, pour cette présentation. Très, très intéressant. Voilà. Merci Michel et Thierry, et bravo à toutes les équipes là, qui se sont... En plus, je les soupçonne d'y avoir pris un grand plaisir. Donc c'est quand même génial. C'est quand même génial. Et ça se voit, ils ont tous la banane. Ah, il y a une espèce de petite task force qui s'est créée là, ça fait plaisir à voir. Ah, ouais. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Hein. Je pense qu'on ne fait rien faire. Aujourd'hui tout seul. Et c'est vraiment important qu'on soit toutes et tous connectés. Tous nos savoir-faire se connectent pour pouvoir créer le futur. Très bien. Merci à toutes et à tous. Il est 12h33. Nous avons parfaitement respecté le timing. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon appétit et une belle fin de journée. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à toutes et à tous. Au revoir. Bravo Natacha, c'est pour la présentation et les Merci, au revoir. Merci. Au revoir.